Une question à présent, qui figurait à la une de l'équipe. Où va Longoria? Le bilan est fait à l'intérieur, dossier spécial, 4 ans après son arrivée. L'état des lieux de Pablo Longoria est évoqué. Après des débuts, on va dire, prometteurs, les mercatos ratés se sont enchaînés. En interne, le boss, en plus, semble de plus en plus isolé. Question, comme un sentiment de lecteur que je suis, le départ de Longoria de l'OM est-il inéluctable? Et mes amis, vous avez tous répondu oui dans le Ville-Peuple. Président, est-ce que vous partagez l'avis de vos sujets ce soir? Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que c'est fini? Voilà. Non? Ça y ressemble maintenant, si tu as une deuxième partie de championnat, une Coupe d'Europe, je veux dire, avec des jours meilleurs, tu vois, ça va très vite en foot, quoi. Autant, après la fameuse histoire, je le ressentais comme ça, quoi. Tu vois, En septembre, là, oui, la rencontre avec les supporters. même s'il me semble qu'il a un peu profité de la situation pour, tu vois, recadrer certaines choses. Autant là, je ne jouerai pas mon duplex de Manhattan sur cette histoire, mais bon. Pourquoi le départ de Longoria vous semble, peut-être à la lecture de ce que vous avez lu, sur la 5e avenue, inéluctable, les copains? Déjà, par définition, les dirigeants sont que de passage dans un club, donc le départ est forcément inéluctable puisqu'il finira par partir. Donc si on prend la question, Benjamin, ceinture et bretelles, vous voulez bien ça, Benji. Après, c'est une succession. Il a fait une succession de décisions ces derniers mois qui peuvent qu'être pointées du doigt. Il y a des choix d'hommes qui ont été faits par lui-même, qui se sont avérés des choix négatifs, que ce soit au centre de formation avec des Espagnols qui ont été mis en place, qui sont partis derrière. Il a fait appel à Ribalta pour le recrutement. Bon, à force de constater que son binôme n'a pas fonctionné et que les dernières recrues de Ribalta ont été un fiasco total et que la réunion avec les supporters a abouti au départ de son bras droit. Là, il essaye d'instaurer un nouveau souffle avec l'arrivée de Mehdi Benassia, qui est censé le seconder. Bon, j'attends de voir, il va falloir laisser un peu de temps. Maintenant, lui, effectivement, on a l'impression que ça s'essouffle et que les décisions qui ont été prises ces derniers mois et encore même ces dernières années n'ont pas été bonnes, ont mis le club dans une instabilité permanente et qu'aujourd'hui, effectivement, il est plus proche de la fin qu'autre chose. Le président isolé qui perd sa garde rapprochée, c'est l'indice qui vous fait dire que c'est la fin. C'est même un miracle, en fait, qu'il soit arrivé jusque-là. C'est un prestidigitateur, ce monsieur. En tant de mois, il a réussi à conserver la confiance de son actionnaire et que les supporters, aujourd'hui, ils semblent ouvrir les yeux, mais qu'ils aient mis autant de temps parce qu'il a réussi habilement, avec de la poudre aux yeux, en multipliant des transactions, en faisant parce qu'on sait que les supporters, si tu leur dis il y a tant de joueurs qui arrivent, 2, 4, 5, 6, finalement ils oublient un peu vite. Mais sauf qu'il y a quand même des choses qui sont effarante, quoi. L'histoire de Vitinha, c'est effarant, quoi, que ce garçon, avec aussi peu de références, ait été payé ce prix-là. 32 millions. Alors qu'il n'y avait pas la moindre concurrence sérieuse sur ce dossier-là, quoi. Je veux dire, voir qu'évoluer à Braga, quoi. Valeur marchande à peu près 15 millions d'euros. Acheter le double, plus du double. Donc sous les yeux du Qatar, vous imaginez que si ce garçon, il avait un tant soit peu de talent, il ne serait pas allé ailleurs et peut-être même pas au PSG si c'était envisageable. On voyait qu'il y avait un joueur à peu près similaire aujourd'hui que fait Lille, le font à 4 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont surpayés. Plus le nombre de transactions affolantes. Où est le projet sportif? Il n'y a pas de projet sportif. Il a complètement disparu. Quand tu vends Lodi et que tu essayes de vendre Klose dans les dernières minutes de ton mercato, que ce sont des joueurs les plus fiables de ton effectif sur le début de saison. En tout cas, les plus utilisés, oui. Les plus utilisés. Ça veut dire que tu envoies quoi comme message à tes supporters, à tes salariés? On peut aller plus loin sur le centre de formation où il y a eu une espèce de ménage absolu. Pourquoi derrière? C'est vrai que maintenant, il est illisible, quoi. Des exemples de Vitinha, enfin ce que dit Philippe, vous voulez que je vous fasse ça part aussi vous avec... voulez que je vous fasse des petits comptes? Non. Si, c'est bien de les refaire. Oui, avec ça, déjà Alexis Sanchez, enfin il y a des tas de choses qui sont étranges et plus on avance, plus tu as l'impression que c'est un joueur de Monopoly, quoi. Tu vois, moi je vais parler à Mimosal et puis Malzerbe, machin, je mets un hôtel, rue de la Paix, trop cher, enfin...
illisible. Bon, tiens, Allez-y. le Monopoly de Pablo Longoria, résumé avec le style de Didier Roustan, plus sobrement, les Mercato Marseillais avec Pablo Longoria. 4 saisons, j'ai fait les comptes grâce à ce site que je cite souvent, Transfermarkt. Au début, c'était pas mal. Il n'y a pas que l'histoire de mouvement. 174 Il y avait pas d'argent, mouvements en 4 ans, oui. c'est-à-dire avec des achats, avec des ventes, avec des prêts et des retours de prêts. Oui. Première saison commence chez les directeurs sportifs, 23 par la première saison, directeur sportif. Il passe à la présidence, on prend un peu de confiance, 42. Puis la saison dernière, 54, et là, on est à 55. Bernard Lyons Des m'avait entraîneurs suggéré... aussi, hein, quand même. Oui, aussi. Bah, oui, Trois mais là, cette année. Cette année. Bernard Quand tu Lyons vois m'avait ça, fait c'est- la suggestion. Vous avez fait la balance entre les achats et les ventes. 88. C'est moins 88, ouais, moins 88 millions d'euros sur ces 4 saisons et c'est 174 mois. Ce qui montre avec le diagramme, c'est qu'on a l'impression que la machine C'est s'est affolé. emballée un peu. Oui, mais c'est un shaker maintenant. Ouais. Hein, Charlie Shaker, puisqu'on parlait de Brest, on est quasiment là. Mais au-delà de la Faut blague. connaître Charlie Shaker. Hein, joli. Il faut connaître joli. aussi Charlie Shaker. Oui, mais C'est un très bien, directeur très bien. financier. Très, très On a perdu du monde quand même. C'est vrai. bien. Ah, non, mais c'est- Non, mais non, c'est ils c'est reviennent. fascinant. C'est fascinant parce que on pourrait croire justement que le projet étant maintenant tellement affiché 100% business, ce qu'on voit, au moins il fait gagner de l'argent à Franck McCourt. Mais non, puisqu'il perd 88 sur l'ensemble de tout, quoi. C'est fabuleux. Mais ça serait trop facile de parler que de Longoria, parce que McCourt, dans quel monde, hormis peut-être à Chelsea avec Abramovich, on a vu un propriétaire se désintéresser à ce point du sportif. Encore qu'Abramovich, Non, il ouais. déléguait quand même, il était là, Oui. il était présent à Londres. Il s'y est mis. Il s'y est mis, et puis Oui, surtout, il avait choisi des hommes ou des femmes Une qui étaient femme des gens de qualité. redoutable. Voilà, c'est pour ça que j'ai précisé aussi des femmes qui étaient absolument de qualité. Là, on a grande l'impression qu'il lui a fait un chèque en blanc, et ça me rappelle les propos de Bernard Tapie. Quand McCourt est arrivé, on lui avait demandé est-ce que vous auriez des conseils à donner. Il a dit oui, j'aurais plein de conseils à donner à McCourt, mais le premier, ce serait Reste là. voilà, soit à Marseille, soit là, et décide par toi-même. Prends les décisions, toi, tout seul. Cela dit, Nanar s'est vraiment burné. Quand il est revenu à Marseille, Ça n'a pas été la folie. il a fait beaucoup Ouais, aussi. ouais. Il était en président délégué. Monopoly. Vous allez directement en prison. Merde. Passez pas par la case départ. Ah, bon. J'ai appris aujourd'hui que Franck McCourt, c'est à peu près ce que vous nous disiez, mon cher Frédéric, qui ne s'intéresse pas du tout au club. Il n'a aucune idée sur l'organisation, que les membres de son board connaissent pas très le foot, c'est plutôt des pros dans l'immobilier. Et finalement, qu'ils ont nommé Pablo Longoria, qui était nommé donc président, téléporté président, parce qu'il faisait des transferts. Donc il fait des transferts, 174 mouvements. Mais c'est quand même un grand club qui est géré, on va dire, comme une toute petite association en fait. Longoria est seul, mis comme ça. Bon, il organise ce qu'il veut, mais il n'est pas du tout soutenu également, Longoria. Voilà, il est isolé. On va marquer une petite pause, mes amis, si vous avez envie de avoir un petit peu des réflexions. Si vous qui nous regardez, vous avez des questions à nous poser, vous allez sur le site L'équipe nous interpeller sur l'actualité marseillaise qui est pas Polichon. Comment? Les gares, ça fait 4 gares. Ça. Moi j'étais assez compagnie d'électricité. À la compagnie. Ah, Et la compagnie des eaux aussi. Oui, et les eaux, 1000 fois le montant d'aider après. 1000 fois. Les gares. 1000 fois le montant d'aider. C'est colossal, 1000 fois. Dans quelques minutes, on continue ce Monopoly. On va faire les gares, on va faire les hôtels. Ah, les gares. Où va Longoria? C'est à la une de l'équipe. On reprend notre discussion. Le départ de Longoria de l'OM est-il inéluctable? Beaucoup de mouvements, on les a rappelés, 174 mouvements. Et dans l'actualité ce soir, on a parlé d'une rencontre entre les supporters de l'OM et les joueurs. Ils leur reprochent, on va dire, de ne pas avoir la mentalité, cette haine, cette dureté. Mais quand on change comme ça d'équipe, on va dire à chaque mercato, pour créer un sentiment d'appartenance, de club, de quelque chose comme ça, et dans les moments difficiles, quand on va dire on joue dans une véritable lessiveuse, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité des dirigeants de Pablo Longoria? C'est pas un fonctionnement qui est fait pour durer. Tu peux faire ça sur une saison ou deux. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Moi, je trouvais ça assez miraculeux d'avoir des joueurs aussi impliqués sur les saisons, notamment de Sampaoli et de Tudor, où les mecs étaient quand même très impliqués alors qu'ils étaient ou en prêt ou juste sur des achats avec un retour prévu dans leur club l'année d'après. Donc je trouvais ça déjà presque assez miraculeux. Donc de le faire une fois, deux fois peut-être, mais après sur la durée, on sait très bien que de toute façon ton groupe, il ne faut pas qu'il bouge beaucoup pour que tu puisses travailler sereinement, quoi. Il avait justifié ça en juin dernier. Vivre une saison à l'OM, c'est épuisant.
on est obligé de régénérer. mais les Voilà, équipes non, de l'OM c'était ont la marché. justification de Pablo En Longoria. général, les équipes de l'OM et les équipes en général qui fonctionnent, c'est quand il y a une continuité dans l'effectif. Si après tu rajoutes des pièces pour pouvoir être éventuellement plus performant, mais changer, voilà, franchement, tu changes 10-15 joueurs, ça va. Mais là, on est à combien 170 mouvements 174 mouvements en 4 saisons. Forcément, à un Voilà. moment donné, ça peut C'est plus pour ça fonctionner, que je te disais dans la première partie que je ne rejette pas toute la responsabilité aux joueurs qui me bien paraissent sûr, hein. perdus. Quoi. Ils ne sont pas à leur Ils sont de poste. passage. Tu vois, il suffit qu'il y ait quelques absents et que ça... C'est une catastrophe. Ça, leur jeu, ça fait peur, ça n'a ni queue ni tête. Quoi. Je veux dire, le match, puisque là on parle de la reprise 2024, à domicile contre Strasbourg, ouais, ça fait je l'ai en tête celui-là. Oh. Ouais, je l'ai en tête. Ça fait celui-là. peur. Et la première mi-temps contre Lyon, et c'est parce que Lyon plonge un petit peu que la dernière demi-heure te laisse entrevoir, tu vois, quelques éclaircies, mais ils ont l'air perdus, quoi. Et je ne sais pas si tu peux avoir de la grinta quand tu es perdu et que tu es là constamment avec une boussole, tu vois. C'est pas... Alors, sans doute un problème d'attitude, peut-être se remettre en question, mais enfin, c'est peut-être pas les super conditions pour, outre le fait que ça manque de talent. À travers l'aventure de Longoria à l'OM, c'est quoi être un président en fait? Parce que Longoria est arrivé après Jacques-Henri Hérault. Il a eu la cote. Hein, les gens ne pouvaient plus à Marseille de Jacques-Henri Hérault. Il a eu tout de suite une sorte de coefficient de sympathie. C'est vrai qu'il a réalisé des bons débuts, Il a été des bon. ajustements, Il a été des bon. bonnes bidouilles, on va dire. Mais c'est quoi être un président? C'est pas être qu'un recruteur en fait. C'est quoi le job d'un président? Voilà. Il n'a pas le rôle d'un président. Bah, il en a le titre en tout cas. Ouais, mais... Avoir une vision déjà. Avoir une vision, c'est donner un cap, choisir les hommes, savoir s'entourer aussi. C'est très important pour un président d'avoir les bonnes personnes au bon moment. On réussit son casting avec un staff. On est souvent frappé quand on discute avec des agents, par exemple, de dire qu'à Marseille, les interlocuteurs, il n'y en a pas des masses. C'est-à-dire que Longoria est un homme qui, visiblement, apparaît, en termes d'interlocuteurs, assez isolé ou assez solitaire. C'est-à-dire que c'est l'interlocuteur unique, ou presque. Et bon, maintenant, il y a Mehdi Benassia qui est arrivé, etc. Benassia. Oui, Voilà. mais ils Ouais, viennent ça, d'arriver et visiblement, ils n'ont pas encore toutes les coudées franches et quand même beaucoup de trucs, voire tout, passe par Longoria. Oui. Et c'est un fonctionnement qui est assez unique quand même dans les grands clubs européens aujourd'hui. Et il a Christophe fait le ménage absolument à tous les étages Oui. à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que Jacques-Henri Hérault, il a été beaucoup vilipendé et caricaturé parce que, globalement, il ne faut pas se cacher, s'il ne connaissait pas franchement en la matière, dans le football, il a fait des erreurs de Et communication puis par rapport à l'environnement assez aussi. lourdes. Oui, Mais il n'était pas terrible. il avait mis en place quand même une structure. et Il était plus beaucoup de président, gens lui, qui étaient pour le coup. à l'OM, qui Il te était président. diront qu'il y avait un fonctionnement d'entreprise, un système qui était bien plus structuré qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Quand on voit que... quand on repense à Zubizarreta, par exemple, c'est quand même un monsieur qui est respecté dans toute l'Europe du foot, Zubizarreta. Il a travaillé avec les plus grands. Et au final, il est sorti du système pour être remplacé et même être devancé, puisqu'il est maintenant président, par Pablo Longoria, qui n'était connu de personne. Qui est la Juve. Longoria, oui. L'équipe de jeunes. L'équipe de jeunes de 19 ans. Jeune, Ouais. Je veux dire, quel est le bilan derrière? Quel est l'héritage de Pablo Rien. Longoria? À la Juve de moins de 19, rien. Pas grand-chose. Rien du Zéro. tout. Nada. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un exemple de club européen de la dimension de l'OM avec une histoire, avec un bassin de population, avec une puissance de marque comme l'OM, qui soit dirigé par un monsieur qui avait aussi peu d'expérience, voire aucune. On va donner la parole à Christophe Boucher. Il est à votre place un soir de l'équipe du soir. Vous lui avez d'ailleurs avec élégance laissé votre strapontin. Et ça, Johan Micou, là, est vraiment surpris. C'était le 18 octobre. On parlait de la situation de l'OM un mois après le soubresaut qui avait vu le départ pendant quelques jours de Pablo Longoria. Christophe Boucher, sur la présidence de l'OM et sur la gouvernance à l'OM. Le sujet de l'OM, l'énigme OM aujourd'hui, c'est pas Pablo Longoria, qui a l'air un garçon, moi je l'ai croisé quelques fois, il est sympathique, civil, il a l'air compétent, mais c'est le propriétaire. Franck McCourt. Franck McCourt, il n'y a pas de stratégie, il y a une communication qui est désastreuse depuis qu'il est arrivé. La question qu'on peut se poser avec les présidents délégués qu'il a mis en place, c'est quelle est sa stratégie à lui? Pablo Longoria, Parce que là, alors après, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui manque à l'OM? Je vais vous dire un gros mot.
il manque d'amour. Ce sont des techniciens aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas, je ne réclame pas le retour de Tapie, paix à son âme, mais je veux dire, il faudrait que ce club, on sente qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, les supporters, ils le sentent, ça suinte tout ça. Il manque un patron. Quelqu'un qui est boss, qui est propriétaire et qui va. On peut le résumer comme ça. Voilà, peut-être la fin, donc en tout cas c'est le sentiment ce soir, ce n'est qu'un sentiment à travers cette émission de débat qui est l'équipe du soir, sur les départs de Longoria de l'OM qui est inéluctable. J'ai lu le dossier fort intéressant dans l'équipe, comme d'habitude, et il y a un homme qui apparaît comme émergent, c'est Stéphane Tessier. Vous avez d'ailleurs son visage, sa photo, c'est le directeur général depuis le mois d'octobre. Il est arrivé à l'OM en mars 2022. Il a une tête bizarre. Ouais, tout bleu. C'est un petit homme bleu. C'est un schtroumpf. Je crois que c'est un bug. Ah d'accord, ok. Vous me repassez le Schtroumpf? Non, je ne l'ai pas vu, je suis en train de lire mes notes. Précision, il prend de plus en plus de place, puisqu'en septembre dernier, lorsque Franck McCourt ne pouvait pas accepter on va dire le retrait surprise, la mise en retrait surprise de Pablo Longoria, 5 mois plus tard, l'Américain a peut-être un nom qui s'appelle Stéphane Tessier. Donc désolé, on n'a pas sa photo, c'est une erreur technique. Ce n'est pas une volonté de se moquer de Stéphane Tessier. Voilà, bon, Stéphane Tessier, directeur général, on mettra sa photo un petit peu plus tard. Je crois qu'on a fait le tour de la question marseillaise. Nous allons jouer. Jo, on a un jeu ce soir. Ah, tout d'abord, la une de l'équipe, pardonnez-moi. Ben oui, quand même, Mémé. Paris-Brest. Qui aura le pied marin et qui aura le mal de mer? C'était un excellent jeu de mots. Oui. Paris-Brest demain à 21h. Les Brestois sont invaincus depuis 3 mois. Et Paris veut montrer un autre visage pour se rassurer à une semaine du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad.